Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, le débat sur la prise en compte des textes de loi portant sur les personnes vivantes avec le handicap se poursuit. Le CNT y travaille pour plus de représentativité de cette couche dans la nouvelle Constitution. Nous irons à Cancan où des malades indigents sont entrés en possession de leur titre de prise en charge gratuite. L'opération pilotée par le Fonds de développement social et de l'indigence vise à apporter des soins aux plus démunis. À venir également cette réforme au sein du ministère de la fonction publique. Des agents sont formés pour apporter plus de résultats. Les renforcements de capacités sont une priorité dans ce département. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. À la une de l'actualité ce soir, l'évaluation à mi-parcours des ministres de la Transition se poursuit à la primature sous l'égide du Premier ministre Dr Bernard Gomo. L'objectif est de voir à quel niveau se situe le contrat de performance signé entre le chef du gouvernement et les différents ministres. Reportage Ousmane Bangoura. Le processus d'évaluation à mi-parcours de l'équipe gouvernementale se poursuit au Palais de la Colombe. Pour cette deuxième journée, 4 autres chefs de département étaient aussi face au comité d'évaluation. Il s'agit de Ibrahima Khalil Kondé, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, de Gando Bari, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, de Moussa Sissé, ministre de l'Économie et des Finances, et de Félix Lama, du département des Transports. Au cours de ces séances d'entretien, chaque ministre a tenté de défendre son rapport d'activité durant les 6 premiers mois de l'année. Cette évaluation a été salutaire parce que ça nous permet d'améliorer la gouvernance dans notre département. Ça a été tellement utile, ça a été instructif, il faut ajouter. Ça nous permet de corriger certaines imperfections. Alors, pour l'amélioration de la gouvernance dans notre département. Vous le savez, le ministère, ce n'est pas seulement le ministre. Le ministère, c'est d'abord le cabinet, mais aussi les directions nationales et les organismes publics. Chez nous, nous avons plusieurs organismes publics, des sociétés publiques et des services rattachés, en plus des directions nationales. Donc, c'est important, à cette occasion, d'évaluer le parcours qui est fait par les directions nationales, les sociétés publiques, les EPA et les services rattachés sur la période janvier-juin par rapport aux objectifs généraux, les objectifs de réforme et les objectifs spécifiques du ministère. Au même moment que nous sommes en train d'être évalués ici, nous sommes aussi en train d'évaluer ces coordonnateurs de projet. Donc c'est une activité normale qui rentre dans le cadre de la reddition des comptes, la transparence. Mais ce qu'il faut voir derrière tout cela, c'est l'amélioration du cadre de gouvernance que le président de la République a bien voulu mettre en place pour la République de Guinée. Et c'est cet exercice-là que nous venons d'effectuer avec M. le Premier ministre et son cabinet pour rendre compte aussi du travail que nous faisons au quotidien et regarder là où il y a des imperfections et corriger, améliorer et regarder aussi les perspectives. Tout cela concourt à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cet exercice à mi-parcours de la performance des ministères est placé sous l'égide du Premier ministre Dr Bernard Gomo. Ces séances d'évaluation se poursuivent au Palais de la Colombe, où les ministres du Commerce, de l'Environnement, de la Pêche et du Budget sont programmés ce mercredi par le comité d'évaluation. Le Conseil national de la transition, dans son élan inclusion de toutes les couches dans la nouvelle constitution, s'active dans ce processus. Ce mardi, un atelier de formation en collaboration avec AIFES a eu lieu dans ce sens. Il vise à faciliter l'élaboration des textes de loi qui incluent les personnes vivantes avec le handicap. Le point avec Robert Siditon. Comment appuyer l'organe législatif de la transition dans son processus d'élaboration de la nouvelle constitution? La question a fait l'objet des échanges entre les membres du CNT, les associations des personnes handicapées et du ministère de l'Action sociale. C'est une initiative de AIFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, dans son projet d'appui à la transition et au processus électoraux. Le débat devrait permettre la prise en compte effective des tests de loi qui incluent des personnes vivant avec un handicap. Le projet est donc financé par l'USAID qui permet à ce que nous travaillons avec toutes les couches pour pouvoir aider à avoir des organes
des institutions, mais surtout des textes qui soient inclusifs. Inclusifs dans la représentation de toutes les couches de la population. Et cet atelier donc vise comme objectif global de pouvoir aider à la compréhension des uns et des autres sur la dimension genre composante handicapée, mais aussi d'aider à la formulation des réformes de textes pour pouvoir aider à avoir une constitution inclusive. Au lancement des travaux, la première vice-présidente du CNT s'est félicitée de l'accompagnement des AFS. J'exhorte très sincèrement chaque participant et participant à cet atelier à plus d'attention, d'assiduité et de contribution positive aux travaux pour qu'au sortir d'ici, vous puissiez être nantis de toutes les connaissances et aptitudes nécessaires pour engager les réformes prônées par les nouvelles autorités. AFS, à travers son projet d'appui à la transition et processus électoraux, entend accompagner techniquement et financièrement le CNT jusqu'à l'élaboration de la nouvelle constitution. Et cette bonne nouvelle pour les 171 patients indigents de la région administrative de Kankan, ils viennent de recevoir leur titre de prise en charge gratuite. C'est une initiative du président de la transition pilotée par le Fonds de développement social et de l'indigence. Compte rendu, Yamoukaba. L'accès aux soins difficiles, désormais un mauvais souvenir pour les malades indigents. Dans la ville de Nabaya, ce local de justice sociale incarne la volonté du président de la transition. Sur 523 demandes, 171 patients de la région sont retenus pour bénéficier de l'entière gratuité de leurs soins. Nous avons demandé aux chefs de quartier d'être catégoriques, de ne pas choisir leur famille, de ne pas faire d'amalgame, de choisir ceux qui sont vraiment méritants, parce que c'est l'idée du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Je n'avais aucun moyen pour traiter mon pied. Merci au colonel Mamadi Doumbouya. Passage obligé, la réception des titres de prise en charge. Pour simplifier la démarche, les assistants sociaux seront aux côtés des patients. De la résidence à l'hôpital, voici leur quotidien pour répondre aux attentes. Nous sommes très contents d'avoir reçu cet appui de l'État. Que Dieu accompagne les autorités de la transition qui pensent aux pauvres. Monsieur Bernard Gogo, colonel Mamadi Doumbouya, président. Je vous garantis, au nom de la direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, que nous mettrons à votre disposition pour faciliter la prise en charge sanitaire et durant tout le processus de traitement des assistants sociaux qui vous accompagneront à l'hôpital, qui iront chercher vos médicaments dans les pharmacies. Tout cela en respectant votre dignité et votre honneur, conformément à la vision et aux valeurs défendues par son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Santé et charité, deux priorités au cœur de la gouvernance du CNRD. Sous l'égide du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, aucun malade pauvre ne doit souffrir par faute de moyens. L'action est coordonnée par le Fonds de développement social et de l'indigence pour résoudre des problématiques liées à la précarité au sein des ménages les plus démunis. La remise de ces titres de prise en charge sanitaire aux malades indigents illustre éloquemment la volonté du gouvernement conduite par le Premier ministre, le docteur Bernard Goumou, d'instaurer une couverture sociale au service inclusif des indigents du pays. Il est important de préciser que les frais de transport et de nourriture ne sont pas inclus pour le moment dans la prise en charge sanitaire. Mais de même, nous vous garantissons qu'au plus tard dans un mois, tous les patients, tous les cas de prise en charge seront accompagnés par un sac de riz chaque mois. On estime que ceux qui sont malades n'ont pas la capacité de sortir, de chercher la dépense et de se nourrir. Le président en a pensé. Donc, chaque mois, dès lors que vous aurez votre prise en charge, chaque mois, vous viendrez prendre votre dotation durant 3 mois de traitement. Ce mérite
revient à un homme qu'il faut saluer. C'est le premier soldat de la protection sociale qui pense que et qui croit fermement que la redistribution de la richesse dans notre pays doit être une réalité. Ça ne doit plus être un rêve. Par ce service social de proximité, l'objectif est d'accompagner les plus pauvres de la savane guinéenne. La santé au cœur de l'humanitaire pour l'entraide en passant par l'accompagnement social. À présent, cet appel du responsable du Centre national de transfusion sanguine et les responsables du CHU Donka, ils invitent la population à participer aux activités de don de sang. Dans les hôpitaux, la demande augmente en raison de pathologies spécifiques chez les enfants ou encore dans les services de maternité. Tierno Ousmane Diallo. Pour le bon fonctionnement du plus grand hôpital du pays, le sang est un élément capital. À travers cette collecte effectuée auprès du personnel du CHU Donka, un message à la mobilisation est lancé. Ici, le besoin est quotidien. Le sang, c'est le don de la vie. Nous avons beaucoup de pathologies qui nécessitent du sang. Exemple, des accidentés de la route, des traumatisés, des enfants qui ont besoin de transfusion, la maladie qui s'appelle drépanocytose. Donc, très, très, très important, autant pour la population que pour les employés de l'hôpital national de Donka. Il faut que nous soyons présents, le sang soit disponible pour tout le monde, pour qu'à chaque fois qu'il y a besoin en sang, qu'on puisse être à mesure de donner le sang. Mais il est difficile à comprendre qu'un service de transfusion sanguine soit là, la population est là, et qu'on demande le sang, et qu'on ne désire pas de sang. Cela veut dire que la population ne donne pas le sang. Donc il faut encourager chacun à donner le sang. Parmi les donneurs, certains sont à leur première expérience. Ça s'est très bien passé car donner le sang c'est la vie et j'encourage toutes les personnes à vraiment participer à ce type d'activité-là. Quand on est capable de donner le sang, c'est de le faire en le faisant. On ne sait pas qui est-ce que vous allez sauver, peut-être un membre de votre famille, peut-être voilà, vous-même, il peut y arriver que vous avez besoin de sang. S'il n'y a pas eu de don de sang ailleurs, vous ne pouvez pas être transfusé. Donc c'est important de donner. En sauvant les autres, vous vous sauvez vous-même. Le Centre national de transfusion sanguine et le CHU Donka invitent la population à développer la culture du don de sang pour répondre à la forte demande des patients et sauver des vies. C'est parti pour la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Les travaux regroupent les 17 pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La Guinée y participe pour la première fois. Plus de détails avec Abdul Karim Kamara, notre envoyé spécial. Depuis 2 décennies, 17 pays de l'Afrique raffermissent des liens autour de la propriété intellectuelle. Cette année, au bord de la lagune ébriée à Abidjan, inventeurs et chercheurs de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle montrent que leur diversité d'innovation est très créatrice. Le Salon africain 2023 de l'invention se veut le creuset de l'universalité du savoir et de la norme qui se propose au monde. Ces actions, bien que louables, doivent être soutenues par de véritables mesures nationales pour permettre d'atteindre efficacement le but escompté. Il s'agit pour les États de créer un véritable écosystème d'innovation dans lequel chaque acteur, l'État, les universités, les inventeurs isolés, les banques, les start-up et les entreprises doivent jouer pleinement leur rôle afin de favoriser l'émergence de petites et moyennes entreprises innovantes. La 9e édition du Salon de l'invention et de l'entreprise innovante est placée sous le thème propriété intellectuelle, innovation et entrepreneuriat. Avec le génie créateur de ces entrepreneurs, la Guinée y participe pour la première fois. 4 stands sont installés au nom du pays, dont ce dispositif de pompage manuel hybride solaire fabriqué par Fapel Guinée. Fapel a des casquettes ici aujourd'hui. Et je pense qu'avec l'appui de Madame la ministre, nous allons installer à Conakry une unité de transformation pour faire les couscous, les gâteaux, les pains de mangue. Nous allons aussi construire une pâtisserie dédiée rien qu'à la mangue.
Dans plus de 200 stands, les produits représentent les marques, inventions et innovations, dessins, modèles d'utilité, obtention végétale ou encore indications géographiques. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à innover. La concurrence avec les pays émergents et les grandes économies est rude, complexe et difficile. L'exploitation fructueuse des nouvelles idées, d'invention est cruciale pour l'amélioration des processus d'une entreprise et pour la création de nouveaux produits et services améliorés en vue d'accroître sa productivité et ses avantages compétitifs. Pendant 3 jours, il est prévu l'exposition des meilleures inventions et innovations. Près d'une centaine de ces inventions et une vingtaine d'entreprises innovantes seront évaluées par un jury international afin d'en récompenser les meilleurs. Justice avec ce concours de recrutement de nouveaux notaires. Une dizaine de personnes sont concernées. Les admis à ce test seront déployés à l'intérieur du pays. Ils devront œuvrer dans la gestion de la vente et l'acquisition des terrains. Tierno Younsaba. Les contentieux domaniaux occupent l'essentiel des dossiers jugés dans les cours et tribunaux. Une problématique que les autorités comptent endiguer par ce recrutement de notaires. Près d'une dizaine de candidats sont évalués. À terme, ils devront œuvrer pour la réglementation du secteur fortement fragilisé. Je salue le sens élevé de la responsabilité du président de la Chambre nationale des notaires de Guinée, qui quand même, il faut avouer, a vite compris la politique du département, qui vise à faire une ouverture vers cette profession des jeunes qui ont longtemps fait des stages. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais comme je l'ai toujours dit et je viens de réitérer devant ces candidats, qu'aucun d'entre eux ne restera ici à Conakry. Ils vont être tous déployés dans les différentes régions administratives de la République de Guinée. Cela obéit à un souci de combler le déficit de manque de notaires dans les préfectures. La Chambre des notaires est à la manœuvre. Les candidats comptabilisent chacun 4 années de stage. Les futurs notaires seront chargés d'authentifier les actes de justice. Donc vous l'avez vu, il a dit que l'arrière-pays n'est pas garni en matière de notaire. Donc vraiment, il était normal que nous prenions des dispositions afin d'ouvrir la chambre. Maintenant, pour accéder à cette profession, je pense que les textes sont là. Il faut avoir juste Bac plus 4 et faire un stage de 4 ans dans un cabinet de notaire. Après, vous soumettre à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire au terme desquels vous prêtez serment et le garde des Sceaux va signer votre charge. S'il y a une charge vacante, vous allez la meubler. Si la charge n'est pas vacante, on va adresser encore une liste de charges que le garde des Sceaux va créer à l'intérieur du pays où ces futurs notaires vont devoir aller occuper. Les candidats seront soumis à un test écrit oral, histoire de recruter un personnel qualifié capable de relever les défis qui se posent à l'exercice de cette profession libérale. On enchaîne avec ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Communiqué relatif à la diffusion de l'arrêté A 2023-3146 MATD DNA Proma SGG portant mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à travers les organismes à but non lucratif. La loi L 2021-024 AN du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en son chapitre 8 a conféré au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation la réglementation et la supervision des organismes à but non lucratif. Au sens de cette loi, on entend par organisme à but non lucratif toute personne morale, construction juridique ou organisation qui, à titre principal, sont impliquées dans la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives
caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou dans d'autres types de bonnes œuvres. En application des dispositions de la loi subventionnée, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a pris l'arrêté A 2023-3146 MATD DNA Proma SGG portant mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à travers les organismes à but non lucratif. L'objectif du dit arrêté est de prendre en collaboration avec d'autres acteurs des mesures pour identifier et atténuer les risques associés aux activités des organismes à but non lucratif qui, du fait de leurs actions et leurs caractéristiques, sont susceptibles de faire l'objet d'une exploitation à des fins de financement du terrorisme. Ces mesures de prévention et d'atténuation sont justifiées par les circonstances particulières aux activités menées par ces organismes sur le terrain. Par cet acte, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation renforce le dispositif et le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, la République de Guinée dispose désormais d'un dispositif aligné sur les standards et bonnes pratiques internationales pour l'enregistrement des organismes à but non lucratif et la surveillance des fonds destinés à ces organismes. Des mesures liées à l'enregistrement des organismes à but non lucratif. Tout organisme qui souhaite dorénavant collecter, recevoir, octroyer ou transférer des fonds ou autres biens doit être inscrit au registre des associations et des organismes à but non lucratif. Les demandes d'enregistrement sont adressées au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Tout changement en ce qui concerne les personnes responsables de l'organisme doit être signalé au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation 2 semaines au plus tard. L'organisme à but non lucratif doit prévoir dans sa structure un chargé de la fonction de conformité au risque de financement du terrorisme et doit tenir un manuel de procédure prévu à cet effet. Des mesures de surveillance des fonds destinés aux organismes à but non lucratif. Dans le cadre de la surveillance des fonds destinés aux organismes à but non lucratif, il est institué un registre devant contenir les informations et les coordonnées complètes du donateur, la provenance, la date, la nature et le montant de la donation. Toutes les donations en forme de fonds y incluent des devises étrangères ou autres valeurs reçues pour un montant ou une contre-valeur égale ou supérieure à 150 millions de francs guinéens doivent être consignés dans ce registre. Le registre doit être remis sur demande à toute autorité chargée de contrôler les organismes et à toute autorité compétente. Il doit également être remis sur réquisition des officiers de police judiciaire chargés d'une enquête pénale. Toute donation à monnaie étrangère cotée sur le marché d'échange en République de Guinée d'une valeur équivalente ou supérieure à 150 millions de francs guinéens doit faire l'objet d'une information ou déclaration auprès de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF de la part de l'organisme. Les organismes à but non lucratif sont également tenus d'informer la CENTIF lorsqu'elle a des doutes concernant l'origine des fonds ou d'une donation, peu importe le montant de celle-ci. Les organismes à but non lucratif sont tenus de fournir aux autorités compétentes toutes les informations relatives à leur administration, gestion, finances et activités lorsque la demande en est faite. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sait compter sur la bonne compréhension de l'ensemble des acteurs concernés. Signé Moré Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Environnement, et c'est une première, la Guinée vient de trouver un premier financement pour un projet RIDNES avec la FAO. $1 million pourrait dans les mois à venir être injecté en faveur des domaines touchés par la dégradation des écosystèmes. Plus de détails avec Mamadou Alpha Baldi. À travers cette signature, la Guinée franchit une nouvelle étape dans l'acquisition des fonds destinés à la lutte contre le changement climatique. Le pays, à travers la FAO, vient de boucler un projet grâce au processus des fonds RIDNES.
Il est estimé à $1 million. C'est en fait un projet qui est destiné à préparer la République de Guinée à la lutte contre le changement climatique. Et dans le cas d'espèce, il est question de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le RIDNES est avant tout une porte d'entrée pour l'obtention de plus importants fonds. Une bonne exécution du présent projet pourrait concrétiser d'autres projets et programmes plus costauds. Un projet sous-régional qui vise essentiellement à renforcer la capacité institutionnelle et technique du département, ainsi que de tous les acteurs impliqués dans la mobilisation des ressources. Espérons que chaque année, nous mobiliserons beaucoup plus de ressources pour que ce projet Readiness, qui est un projet qui prépare à la mobilisation des ressources et à l'adaptation et à la résilience des populations pour lutter contre les effets du changement climatique. Donc on se réjouit vraiment et le bonheur aussi, c'est que nous assurons le lead de ce projet et nous mettrons tout en œuvre pour que les objectifs de ce projet soient atteints. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable compte améliorer ses relations avec ses partenaires techniques et financiers. Une collaboration qui se veut désormais plus féconde et bénéfique pour l'environnement guinéen. Dans le même registre, célébration en différé de la journée mondiale de la désertification et la sécheresse. Les parties prenantes se sont retrouvées dans la forêt de Kakimbo, un des poumons écologiques de Conakry, pour fêter l'événement, l'occasion de reboiser le site en état de dégradation très poussée. Les échos de la journée avec Ousmane Bar. La forêt de Kakimbo est une zone réservée depuis 1944. Au fil des ans, le site s'est réduit à cet espace qui est aussi dégradé. Pour faire face à cette dégradation, l'endroit est la cible des autorités avec les partenaires techniques tels que le PNUD et la FAO pour célébrer en différé la journée mondiale de la désertification et la sécheresse. À l'ordre du jour, plusieurs thématiques liées à la protection de l'environnement. La forêt classée de Kakimbo a été classée depuis 1944, depuis au temps colonial, dans le cadre d'un intérêt socio-économique et culturel, en même temps environnemental. C'est une forêt qui est au centre, au cœur de Conakry, qui donne vraiment l'oxygène à toute la population de Conakry. Si vous partez des eaux qui rentrent en amont d'un bas-fond, à la sortie, je dis la capacité de filtration est plus grande qu'une station d'épuration qui est faite à plusieurs millions de dollars. Donc protégeons nos écosystèmes et seront bientôt l'avenir de notre pays. Après le lancement officiel, des plans à croissance rapide tels que le Mélina sont mis en terre en compagnie de plusieurs femmes, la couche à laquelle la fête est dédiée cette année. Par le biais de cette journée, il est question de réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité de genre en ayant pour objectif de sensibiliser à l'impact disproportionné de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes, les filles et aux obstacles qu'elles rencontrent dans la prise de décision sur les questions foncières. Est-ce que la femme, c'est comme décider, choisir de marcher avec un seul pied, sur une seule jambe? On ne peut pas aller loin avec ça. C'est choisir de ne utiliser qu'un seul bras alors que la nature nous en a donné deux, comme elle nous a donné deux jambes. En compagnie des structures qui veillent sur le site, l'on a visité la tête de source de la rivière de Kakimbo. Outre la pollution due aux eaux de ruissellement, les déchets sont légion, d'où l'engagement des autorités à œuvrer pour la préservation de ce patrimoine écologique. Information au ministère de la fonction publique. Des agents sont outillés pour offrir de meilleurs rendements. Cela fait partie des objectifs du dit département. Les échanges se sont déroulés dans un réceptif hôtelier de la place en présence de notre reporter Mariama Diallo. Améliorer les performances, la fiabilité et l'effectivité de l'administration. Un enjeu majeur pour la modernisation de la fonction publique.
Avec l'appui technique, l'expertise France, le projet met un accent particulier sur le rajeunissement, la féminisation et la prise en compte des personnes vivant avec le handicap. Il était question de présenter le projet en ses différentes composantes, parler pour chaque composante, présenter le rapport d'étape, présenter les activités qui ont été réalisées et celles en cours, présenter et valider les plans d'action opérationnels des différentes composantes et voir s'il y a éventuellement des difficultés dans la mise en œuvre de certaines composantes pour que nous, en tant que comité de pilotage, nous puissions agir pour lever d'éventuels obstacles à la mise en œuvre des différentes composantes. L'objectif global du projet est de renforcer l'administration guinéenne en améliorant la qualité et les compétences des agents publics, femmes et hommes, à travers un organisme de fonctionnement continu et performant. On travaille avec le ministère dans un esprit de co-construction, de coproduction pour pouvoir donner des résultats. Et l'impact est vraiment attendu, surtout au niveau de l'intérieur, parce que la pyramide est renversée aujourd'hui en termes de compétences. Et donc, il faut mettre l'accent sur les fonctionnaires qui sortent de l'intérieur pour pouvoir les monter en compétences, pour qu'eux aussi ils puissent aspirer à des nominations, à des postes de responsabilité. L'aboutissement de ce projet permettra de résoudre l'ensemble des problèmes de dysfonctionnement, de genre et d'éthique auxquels la fonction publique guinéenne est confrontée. Ce projet couvre l'ensemble des 8 régions guinéennes. En cette période de grande pluie, les ordures sont visibles partout à Conakry. L'occupation anarchique est un autre combat que mène le gouvernorat de la ville de Conakry. Dans une déclaration, la gouverneure interpelle les citoyens à un changement de comportement. Déclaration commentée par Moussa Bangoura. Suivez. La gouverneure de Conakry, présidente du conseil de ville, va en guerre contre l'occupation anarchique et le dépôt des ordures sur les trottoirs. Compte tenu des multiples efforts consentis par le gouvernement dans la réalisation des voies publiques, il est temps de les entretenir afin de donner une image reluisante à la capitale. C'est dans ce cadre que le gouvernorat, en partenariat avec les communes, lance une campagne de sensibilisation dans les quartiers de Conakry pour interpeller davantage les citoyens sur les bonnes pratiques d'hygiène, de salubrité publique et de protection des voiries urbaines. J'invite l'ensemble des citoyens à s'associer à cette vaste campagne de sensibilisation pour qu'ensemble nous puissions préserver les vies humaines. En cette saison de grande pluie, les bonnes pratiques devraient être vulgarisées en vue d'éviter les inondations et autres dégâts matériels dans les ménages. Entre autres bonnes pratiques citoyennes, jeter les ordures dans les poubelles et libérer le passage des eaux usées. En cette saison de grande pluie, malgré les multiples efforts du gouvernement, des partenaires et des responsables des collectivités urbaines de Conakry. Chaque année, nous sommes en train de subir encore des cas malheureux. Une bonne part de responsabilité est due au non-respect des normes de gestion des ordures ménagères par l'ensemble des populations que nous sommes. Les jours à venir, la campagne sera lancée dans les différentes communes de Conakry. L'enjeu est de redonner à la ville de Conakry son image d'antan, tout en évitant les maladies hydriques en cette période de pluie diluvienne. Et puis, une mission du Haut-Commissariat des droits de l'homme s'est rendue dans les communes rurales de Tianguelbori et de Popodara, dans la région administrative de l'Abbé. La mission de l'institution onusienne a organisé des séances d'information et de sensibilisation sur la traite des êtres humains. Reportage Abdoulaye Diallo. Cette initiative de sensibilisation de la communauté à la base sur la lutte contre la traite des êtres humains prend forme. Tianguelbori dans l'Ilouma et Popodara dans l'Abbé font partie des localités choisies pour mener les séances de sensibilisation sur le danger de cette pratique inhumaine. Des choix qui ne sont pas fortuits. Le choix de ces deux communautés
Popodara et Tchanguelbouri. Donc ils constituent à la fois ces communautés des zones de départ et des transits vers l'extérieur où la finalité souvent de ceux qui y vont, c'est l'exploitation qui constitue la forme principale de la traite des êtres humains. Commençons de la base et au fur et à mesure, nous allons évoluer dans d'autres activités de formation, de renforcement des capacités avec certains acteurs qui sont impliqués dans ce secteur. Après avoir cerné la profondeur du méfait de cette pratique inhumaine, la population, par la voix des responsables administratifs et les acteurs de la société civile, s'engage dans une nouvelle dynamique de lutte. Les communautés, malgré que c'est très difficile, mais elles s'engagent à exploiter les gens. Donc, c'est quelque chose qu'on va appliquer sur pied à la lettre. C'est de sensibiliser les gens par rapport à la traite des êtres humains et méfaits, les inconvénients de cette traite. À l'issue des débats constructifs et participatifs sur la question de lutte contre la traite des êtres humains, l'ONU Droits de l'Homme note des résultats satisfaisants. Cependant, il ressort que la pauvreté, le mariage précoce et la démission parentale dans l'éducation sont entre autres facteurs qui gravitent autour de cette pratique. Pour terminer, c'est officiel, Tidjane Koïta est candidat à sa propre succession à la tête de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Hier lundi, il est passé devant la commission technique électorale de l'Union pour déposer sa candidature. Tidjane Koïta espère briguer un second mandat pour peaufiner de grands chantiers entrepris depuis 3 ans. Moussa Koma. De l'eau potable pour les zones impactées par l'orpaillage, réduction drastique des conflits et agressions des orpailleurs, des fournitures scolaires pour encourager l'éducation des enfants, des engins roulants pour renforcer la gouvernance minière, des documents signés pour moderniser l'orpaillage. Autant d'acquis à l'actif de Tidjane Koïta à la tête de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée depuis 3 ans. Fort de ce bilan exhaustif, il espère briguer un second mandat. Cet après-midi, sa candidature est reçue par la commission technique électorale de l'organisation. Depuis notre arrivée à la tête de cette organisation, nous avons fourni beaucoup d'efforts et nos efforts consentis nous permettent aujourd'hui de continuer l'aventure pour donner le meilleur à notre organisation, pour la modernisation, pour la commercialisation et pour vendre notre organisation à la place nationale et internationale. Tidjane Koïta devient ainsi la deuxième personne à faire acte de candidature depuis l'ouverture du processus jeudi dernier. Un délai de 15 jours est donné aux éventuels candidats. Pour la recevabilité des candidatures, les textes réglementaires de l'Union sont précis. Les statuts réglementaires de l'Union nationale sont pas créés. Pour être candidat, il faut être membre de l'Union nationale des Guinée, avoir la carte de membre et s'acquitter des droits et taxes de l'administration minière et avoir, pour la présence du bureau exécutif, il faut avoir un contrat opérationnel. Le dernier scrutin de l'UNOG remonte au 20 août 2020. Tidjane Koïta, qui croit à son invincibilité, en appelle à la retenue pour le bonheur de la corporation. Je vais demander à chacun de faire preuve de fair play, de solidarité, d'union, et un avenir meilleur à notre organisation. Le dépôt des candidatures sera clos le 1er août prochain. Le corps électoral est convoqué le 20 août. Ici même à Conakry pour élire un nouveau président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, une union qui fait aujourd'hui près de 10 000 personnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À demain.